On va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup pour votre participation ce midi aux rencontres des acteurs de la transition professionnelle. Ce que je vous propose pour qu'on puisse cartographier les personnes qui sont présentes parmi nous, c'est que vous puissiez chacune mettre dans le chat qui vous êtes, c'est-à-dire éventuellement votre prénom, votre structure et aussi d'où vous nous suivez. Donc voilà, de quelle ville ou région. Euh, ça permettra de faire un petit état des lieux et qu'on ait tous conscience de qui est présent aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas dans le chat à dire qui vous êtes et d'où vous nous suivez. Alors, petit mot pour dire pourquoi ce webinaire. Moi, je m'appelle Fanny de l'Institut Transition. J'aurai l'occasion de représenter qui nous sommes. Mais voilà, ça fait plusieurs années que on organise ces rencontres en présentiel en région lyonnaise pour rassembler différents métiers d'accompagnement aux évolutions professionnelles. Donc, ça peut être des personnes qui proposent des bilans de compétences, des personnes qui sont conseillères en évolution professionnelle, parfois des personnes issues du recrutement ou qui travaillent chez Transition Pro, France Travail, l'APEC. Euh, et c'est un moment qui a vraiment vocation à réfléchir ensemble à l'accompagnement de personnes en évolution professionnelle mus par une réflexion sur comment leur vie professionnelle pourrait être davantage alignée avec les enjeux d'écologie et de solidarité. Donc, c'est des moments qui sont toujours intéressants pour avancer ensemble dans nos pratiques. Et on s'est dit cette année que ça pourrait être opportun de proposer un format qui serait forcément adapté, mais en distanciel pour des personnes qui voilà, sont trop loin de la région lyonnaise pour nous rejoindre sur une matinée. Pour vous dire un petit peu l'objectif de cette séance, c'est vraiment de réfléchir à comment on peut intégrer cette question de la transition écologique et solidaire dans le cadre de l'accompagnement des évolutions pro. Et donc, pour ça, on va pouvoir passer par différentes séquences. Donc, il y aura un tout petit temps d'introduction qui a déjà commencé pour voilà, que vous sachiez un peu mieux où est-ce que vous êtes arrivé. Ensuite, je laisserai la parole à André Chauvet qui va venir nous parler du Lab Green Guidance, qui est une association qui réfléchit vraiment à comment la question de la soutenabilité peut être euh, inclue dans une réflexion sur quelle vie professionnelle. Donc, il va nous parler de leur origine, à quel constat ça répond, et il va aussi nous ouvrir les possibles sur un certain nombre d'outils et de méthodes qu'on peut utiliser si on a envie que voilà, la question des enjeux écologiques fasse vraiment partie de la réflexion sur son avenir professionnel. Ensuite, on aura un deuxième temps que je proposerai, qui est issu de notre vécu à l'Institut Transition pour réfléchir à comment on peut accompagner spécifiquement des personnes qui évoluent professionnellement pour se mettre en alignement avec leurs valeurs et qui ont envie de rejoindre les écosystèmes des structures engagées sur l'écologie et la solidarité. Voilà. Et puis, on aura un quatrième temps qui sera un temps de témoignage de l'Aurélie qui a évolué professionnellement pour mettre ses compétences au service de la transition et qui pourra nous partager ses questionnements, ce qu'elle a pu mettre en œuvre, ses doutes. Ça viendra certainement illustrer un certain nombre de choses qui auront pu être abordées par ailleurs. Voilà. Comme vous l'a dit Léa, le grand nombre d'inscrits a fait qu'on a dû passer ce temps-là sous forme webinaire. Donc il n'est pas possible sur Zoom, dans ce cas-là, de mettre son micro et sa vidéo. Mais n'hésitez pas à interagir au travers du chat. Je le regarderai bien si vous avez des questions, si vous avez des compléments vous pouvez les partager et on y prêtera naturellement attention.
Dernier petit point pour vous dire que suite à ce webinaire, euh, on vous, on vous enverra un certain nombre de ressources, notamment ce support. Il sera aussi possible de voir les échanges en replay si jamais ça vous semble utile, par exemple, pour des personnes de votre équipe. Et puis bon, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rester en contact. Pour finir cette introduction, peut-être juste un petit mot pour vous dire qui on est, nous, Institut Transition, ce qui vous permettra certainement de mieux comprendre aussi le pourquoi de ce webinaire. Donc nous, l'Institut Transition, comme je vous le disais, on est un organisme de formation qui est situé à Lyon, mais qui s'adresse à des personnes qui viennent de toute la France. Notre particularité, c'est de proposer des programmes d'accompagnement et de formation à toutes les personnes qui ont envie d'agir professionnellement sur les enjeux d'écologie et de solidarité. Donc, on a trois grandes missions. Une première mission qui fait écho à ce qui nous rassemble aujourd'hui, qui est une mission d'accompagnement et de formation de personnes qui évoluent professionnellement vers le monde de la transition écologique et solidaire. Donc, c'est des personnes qu'on peut appeler par ailleurs les bifurqueurs, en fait, qui vont vraiment changer de vie pro suite à une prise de conscience ou à une maturation. Euh, donc, on a un programme d'un an que je vous représenterai qui s'appelle Nouvelle Voie. Notre deuxième mission, ça va être plutôt de former et d'outiller des personnes dirigeantes ou salariées de structures associatives ou entreprises engagées sur les enjeux écologiques et solidaires. Donc, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour ce qui nous rassemble parce que ça nous amène à être très en contact avec les structures, avec leurs besoins de recrutement, avec aussi ce qu'elles recherchent et leur rapport aux personnes en évolution professionnelle. Donc, certaines dimensions que je vous partagerai est aussi liée à ce terrain-là. Et notre dernière mission, qui s'appelle Transition tout-terrain, ça va être plutôt de former et d'accompagner des structures classiques, mais en fait vraiment plutôt des structures engagées sur l'écologie, la solidarité, pardon, à intégrer les enjeux écologiques dans leur raison d'être et dans leur pratique. Donc voilà, trois missions qui structurent nos actions au quotidien. Et pour faire un petit focus, donc je vous disais, nous, on a un programme de formation et d'accompagnement d'un an qui s'appelle Nouvelle Voie, voilà, qui s'adresse à des personnes qui savent qu'elles ont envie de mettre leur vie pro en faveur des enjeux écologiques et solidaires, mais qui ont encore un enjeu à construire leur projet professionnel et aussi à monter en compétences pour que ce soit possible. Donc, ce qu'on propose, c'est un programme d'un an qui va allier à la fois des cours pour monter en vision des enjeux et en compétences, des missions de terrain pour expérimenter auprès d'acteurs associatifs, institutions, entreprises qui euh, ont des besoins et permettent aux apprenants, aux apprenantes d'avancer. Les personnes font également un mémoire euh, pour voilà, se spécialiser sur un sujet. Donc, Nouvelle Voie, c'est un programme qui s'adresse à toute personne qui a déjà une vie pro, peu importe son métier, son secteur d'activité, et qui ont envie de rejoindre des structures engagées sur la transition écologique et solidaire. Donc, ça ne forme pas à un métier particulier, mais ça vient accompagner le fait de rejoindre un secteur en venant hybrider les compétences initiales avec des enjeux. Voilà, donc on est sur une formation, donc c'est pas un bilan de compétences, c'est vraiment pour faciliter la bascule. Voilà, donc que vous en sachiez un tout petit peu plus sur notre terrain et sur ce qui nourrit la réflexion que je vous partagerai. Et juste pour vous dire, parce que ça peut être utile dans vos accompagnements, on développe par ailleurs un certain nombre de ressources qui sont vraiment pensées pour les personnes qui accompagnent les évolutions pro ou pour les personnes en évolution pro. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir, c'est tout accessible, gratuit. La première chose, c'est qu'on rédige et on envoie tous les mois une newsletter qui s'appelle Évolution, euh, qui, euh, qui partage à la fois des outils d'introspection, des présentations de métiers écolo solidaires qui suggèrent aussi des prochains pas à faire pour avancer dans son évolution pro. Donc, c'est plutôt destiné aux personnes
qui sont en questionnement pour elles-mêmes, mais ça peut être un bon outil pour des personnes qui ont des fonctions plutôt d'accompagnement ou d'orientation. Donc voilà, il suffit de s'inscrire sur notre site et tous les mois, vous recevez une newsletter qui est un outil vraiment pour avancer. Et la grande actualité pour nous depuis cette semaine, donc on est tout proche, c'est qu'on vient de lancer sur notre site internet un espace qui s'appelle également Évolution et où vous retrouvez en ligne plein de modes d'emploi, de décryptage, de foires aux questions, pareil, qui s'adresse aux personnes en évolution pro pour rejoindre les structures écolo solidaires. Donc voilà, vous pouvez également soit vous appuyer dessus, soit en parler aux personnes que vous pourriez accompagner. Donc, je m'en arrête là pour cette introduction et on va avoir le plaisir d'entrer vraiment dans une première réflexion avec André Chauvet qui va nous parler du Lab Green Guidance, qui est un vrai espace pour tous les professionnels, euh, accompagnateurs, managers qui se questionnent sur, au fond, comment les crises écologiques et solidaires viennent s'intégrer dans nos pratiques et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, merci beaucoup, André, d'être parmi nous. Et je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous présenter et nous dire finalement comment Lab Green Guidance peut être un appui dans nos pratiques professionnelles. Merci beaucoup, Fanny. Vous m'entendez? Ça va? Super. Tout d'abord, merci Institut Transition de nous permettre d'échanger avec vous, de présenter le lab et de voir comment ce qu'on propose et ce qu'on essaye de développer peut faire écho aux préoccupations qui sont les vôtres dans votre quotidien en tant que professionnel. Comme j'ai 20 minutes, je vais essayer d'aller relativement vite, mais en étant aussi préoccupé du fait que si vous êtes des professionnels, il y a une dimension très pratique qui me paraît importante de prendre quelques minutes au moins à la fin pour présenter des outils, des principes qui sont un peu des organisateurs de ce qu'on peut imaginer dans les processus d'accompagnement avec les personnes. Donc, je vais traiter 4 points de façon relativement brève, mais en même temps, c'est important parce que juste le titre, la green guidance, ça peut paraître surprenant, hein. C'est un concept qui a été très peu développé en France et en fait, et on a été obligé de le traduire en fait en français avec vers des vies professionnelles soutenables. Et j'expliquerai un petit peu pourquoi, pour quelles raisons on a conservé la formulation anglaise. Donc, quelques constats initiaux qui nous ont amenés à développer ça. Je développerai un tout petit peu la notion de green guidance, c'est-à-dire en gros de quoi on parle, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire des vies professionnelles soutenables, en sachant qu'on peut parler de soutenable ou de durable. Les deux exceptions sont à peu près synonymes et c'est important de savoir à peu près dans quel cadre on se situe. J'évoquerai quelques éléments sur le développement du lab. Le lab, il a un an, il a un an dans l'association formellement constituée. Le travail du groupe, il a 2 ans et demi. J'en expliquerai un petit peu en gros la gestion et le développement un peu historique. Et puis, quelques éléments, je terminerai par ça. Et puis, éventuellement, par le chat, vous pourrez nous solliciter en termes de questionnement et puis aller voir les ressources qui sont aussi sur le site, plutôt sur la question de l'ingénierie des pratiques d'accompagnement intégrant la soutenabilité. Voilà, je laisse Fanny peut-être passer la diapo suivante. Voilà. Juste avant de développer cet aspect-là, juste un élément un petit peu d'histoire. En fait, la création du Lab Green Guidance, alors je ne suis pas présenté, je suis consultant. Les vies professionnelles, c'est un peu en gros le fil que j'ai tiré tout au long de ma vie professionnelle, hein. J'ai travaillé dans à peu près tous les dispositifs imaginables sur le champ de l'accompagnement des transitions professionnelles. Aujourd'hui, j'interviens au titre de à la fois cofondateur et initiateur en fait du Lab Green Guidance et j'explique un tout petit peu 2 secondes sur d'où c'est venu ce truc-là. En fait, des raisons historiques m'ont amené à croiser l'article d'un psychologue de l'orientation très connu dans le champ de l'orientation en Europe, qui s'appelle Peter Plant, hein, qui a écrit en 1996 un article qui s'appelle Green Guidance, et en fait qui dit à la fin de son article quel est l'impact environnement d'un parcours professionnel individuel. Est-ce qu'on peut encore penser les parcours professionnels sans intégrer la dimension de la soutenabilité, c'est-à-dire les impacts de son travail, à la fois sur
l'environnement, le vivant, le non-vivant, et aussi tout simplement sur les êtres humains qui travaillent et comment on peut y intégrer aussi la question de la justice sociale. Ça, c'était en 1996 et en fait, l'article a été traduit en France en 2017. En fait, ça m'a donné l'idée d'écrire un article. Donc, j'ai écrit un article en 2023 qui s'appelait Green Guidance et le titre était Éco-blanchiment ou changement de paradigme. Et en fait, suite à cet article-là qui a été déposé sur la plateforme EPAL, j'ai envoyé un message LinkedIn en disant est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent des issues de cette question-là. Et le groupe s'est constitué comme ça. C'est un petit peu un élément d'histoire parce que c'est important de savoir que s'il s'appelle Green Guidance, c'est aussi en référence à l'article de Peter Plant. Et voilà. Donc, du coup, là, les constats initiaux et les miens, ils étaient relativement clairs et relativement simples. C'est-à-dire, on perçoit clairement que tous les enjeux écologiques sont des enjeux pour tout le monde. Ils sont à la fois majeurs et vitaux. On les a jamais autant documentés. Les sources d'informations sont foisonnantes, parfois paradoxales, en tout cas extraordinairement riches. Par contre, la question de l'introduction, de la question de la soutenabilité, des impacts de son propre travail sur les vies professionnelles, est marginal, c'est-à-dire que c'est très peu documenté en France. Et en fait, ils ont été historiquement plutôt appréhendés du côté de l'entreprise, choix, stratégie, normes, labels, et assez rarement du côté des choix individuels, d'où l'intérêt de ce que présentait Fanny sur l'Institut de Transition, mais aussi une vraie question. Au fond, la boussole des choix de carrière, elle est très largement organisée autour d'un triptyque intérêt individuel, réussite individuelle, liberté de choix. Et il y a très peu de travaux, à la fois académiques et en gros associatifs, autour de la question de est-ce qu'au fond les choix de carrière sont susceptibles de transformer le monde? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils auraient un impact sur quelque chose qui rendrait la planète éventuellement soutenable, qui préserverait éventuellement les générations futures et qui permettrait d'une certaine façon de s'intéresser aux impacts de son travail sur le bien commun? Et cette question-là a été un peu une boussole depuis le début. Et je vous laisse passer voilà, la diapo suivante pour qu'on puisse et la première chose qu'on a fait au début de notre travail, c'est de se dire, on va faire un premier travail, c'est un peu une documentation académique de tout ce qui a été produit intellectuellement sur ces questions-là. Il se trouvait que parallèlement à notre travail franco-français, on était à la fois en lien avec les collègues Shekina Rocha et Sabrina Takini à l'Université de Lausanne, très impliqués dans les questions de transition, et que parallèlement, grâce à notre ami Thomas, il y avait un projet Erasmus qui se développait autour de la question qui s'appelle Exploring Green Guidance. Et en fait, tout ça s'est fait à peu près conjointement. Et dans l'année 2024, on a fait un gros travail finalement de recension un peu académique de tout ce qui était dit, fait, développé autour de la question, en gros, de l'introduction de la soutenabilité dans l'accompagnement des vies professionnelles. Et puis, on a fait quelque chose qui était, alors, c'est pas 2020, le questionnaire, c'est 2025, il y a une erreur dans le 2024. On a fait un questionnaire auprès des professionnels et on l'a diffusé à peu près partout en France et on a observé qu'est-ce que les professionnels nous disaient sur l'introduction de la question en gros, de la soutenabilité des carrières dans leur propre pratique d'accompagnement. Et vraiment, on a eu des réponses massives. Alors, globalement, tous les professionnels sont préoccupés par cette question-là. Par contre, ils nous disent des choses importantes. Ils ne se sentent pas légitimes techniquement, c'est-à-dire au fond, ils sont pas à l'aise avec cette question-là. Ils savent absolument pas comment se positionner, c'est-à-dire peut-on aborder ce sujet s'il n'est pas abordé par les personnes. Et du coup, avec la question de la neutralité, hein, très envahissante dans les environnements dans lesquels on est. Et puis, troisièmement, et c'est un peu l'ambition qu'est la nôtre, c'est qu'ils ne se sentent pas vraiment outillés dans les pratiques qui sont les leurs. Donc ça a été vraiment un peu le fil conducteur en disant s'ils ne se sentent pas légitimes techniquement, si la question de la neutralité est en jeu et s'ils ne sont pas outillés, est-ce que la création d'un collectif ne pourrait pas aller d'une certaine façon dans ce sens? Et c'est un peu finalement la mission qu'on s'est donnée, à la fois se préoccuper de la dimension académique, voire j'y viendrai, la dimension peut-être sociopolitique. Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, la question de la soutenabilité apparaît dans les cahiers des charges ou dans les textes officiels? On en est loin aujourd'hui hein, dans l'environnement, mais en tout cas, ça peut être une des missions du lab. C'est construire de la connaissance par rapport à tout ça, expérimenter des choses et puis peut-être aider les professionnels à être plus au clair sur le positionnement, sachant que dans le lab, actuellement, on a deux personnes qui sont en train de mener un doctorat autour de cette question-là. Hein, Arnaud et Dimitri, et notre collègue Sabrina à Lausanne est en train de rédiger sa thèse autour aussi de ces questions-là. Donc, notre préoccupation, c'est peut-être pas dissocier la dimension académique et la dimension de la recherche de la dimension sociopolitique et de la dimension outillage technique
par rapport à tout ça. Je te laisse passer la diapo suivante. Voilà. Alors, je reviens, les gens nous disent des choses assez simples. Est-ce que vraiment notre rôle, c'est où avons-nous les connaissances? Est-ce qu'on forme au principe de neutralité et d'impartialité? On retrouve les mêmes choses au niveau européen, puisque le questionnaire il a été fait au niveau européen. Dans le projet, on retrouvait les mêmes choses. Est-ce que notre travail d'accompagnement peut réellement avoir un impact? Comment relier le thème de la neutralité à la vie des personnes accompagnées? Doit-on réserver aux personnes qui manifestent un intérêt sur ces sujets ou doit-on l'intégrer dans nos process? Je termine sur cette question-là. C'est un grand débat et une grande préoccupation actuelle, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on fait des bilans de compétences, des CEP verdis, hein, c'est-à-dire dans laquelle on intègre la soutenabilité ou quelque part, est-ce qu'on intègre la question de la soutenabilité comme un enjeu collectif majeur et qu'il est intégré normalement dans tous les processus d'accompagnement? Vous verrez que le débat, il n'est pas simple parce qu'il y a aussi une résistance du côté des professionnels sur le fait que si les gens n'en parlent pas, ben, spontanément, je ne me sens pas en capacité de le développer moi-même. Voilà, je vous laisse passer la diapo suivante, c'est-à-dire que on a besoin de, et là j'ai deux plans sur lesquels je vais essayer de le définir, c'est-à-dire vraiment l'idée de la green guidance, c'est-à-dire orientation soutenable durable, c'est une démarche qui facilite pour chacun, qui intègre les impacts de son travail dans la capacité des autres, des générations futures à répondre à leurs besoins. Mais aussi ce qui est supportable pour soi. Donc ça, c'est une définition importante, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée que je me préoccupe des impacts multiples du travail qui est le mien, en sachant qu'on verra très vite que ça peut être mon travail en termes de métier, mon travail en termes d'activité, mon travail en termes d'introduction dans une entreprise, ma manière d'habiter mon propre travail, etc., et qu'il y a une multiplicité de facettes par rapport à tout ça. La deuxième chose, c'est que pour nous, ça ne se réduit absolument pas à la question uniquement du verdissement des métiers et de l'économie. Ça ne se résume pas à la question de l'optimisation de l'employabilité individuelle sous prétexte qu'il y a des nouveaux champs professionnels qui s'ouvriraient, mais c'est bien une interrogation plus large sur les modes de croissance, sur les impacts de production, sur comment les processus d'orientation peuvent préserver d'une certaine façon un monde commun juste et soutenable dans toutes les réflexions de carrière. Donc ça, c'est vraiment un élément important qui croise ce qu'a dit Fanny par rapport à l'idée de à la fois écologique et solidaire, c'est-à-dire que c'est à la fois la question de notre capacité à prendre en compte les impacts de notre travail sur l'habitabilité de la Terre, mais aussi sur la relation que les vivants ont entre eux et tout simplement sur la question de la justice sociale. Donc elle est très présente dans le travail qu'on mène aujourd'hui, c'est important de ne pas le dissocier avec toutes les difficultés qu'on peut croiser dans la question de la mise en œuvre du travail lui-même. Je te laisse passer, Fanny. Voilà, et une deuxième démarche qui renvoie au travail de Myriam Dixit, que j'aime bien aussi, qui développe le pouvoir d'agir des individus, des groupes et des communautés à construire leur vie et leur carrière sans compromettre la capacité des autres et des générations futures à répondre à leurs besoins. Elle reconnaît la valeur des écosystèmes, la gravité de la crise économique et vise à développer la capacité collective à analyser, répondre et contribuer à la résolution de problèmes sociaux, écologiques et professionnels. Vous aurez ces éléments-là, vous les retrouvez sur le site. Pour moi, c'était important de montrer que la Green Guidance, elle ne se contente pas de la réflexion sur le verdissement de l'économie, elle intègre une réflexion beaucoup plus large sur la question des impacts du travail et du coup qui renvoie à la fois à l'activité, au métier, à l'organisation, mais aussi à l'entreprise, au type de production qui est la sienne, etc. etc. Voilà, je passe un petit peu parce que voilà, ça va relativement vite. Alors, du coup, on a structuré un projet qui est le lab. Aujourd'hui, on a 80 personnes qui sont adhérentes. Hein. Voilà, on est vraiment voilà, création, diffusion, expérimentation, mise en œuvre de dispositifs autour des impacts des questions écologiques sur l'orientation et les choix professionnels. Je ne reviens pas sur les activités qui sont déclinées, mais je voudrais juste peut-être reprendre les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je sais qu'il y a mes collègues Agnès, Françoise, il me semble que j'ai vu passer Sarah dans la liste, donc j'ai des collègues du lab, je les remercie d'être là. Hein, il me semble Cécile aussi que j'ai vu. C'est vraiment, il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire et de mettre à la disposition des professionnels. Il y a vraiment quelque chose autour de la recherche académique et tout le travail de modélisation qui nous paraît important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la question de l'accompagnement des personnes uniquement à la question de Ségolène, j'ai oublié Ségolène, à la question du verdissement de l'économie, c'est vraiment quelque chose qui est relativement central, c'est-à-dire comment on va essayer de fonder notre réflexion sur des champs théoriques, voire des champs académiques qui peuvent nous éclairer dans les processus eux-mêmes. La deuxième chose, c'est vraiment la prise en compte des réalités
à la fois des enjeux structurels et des enjeux éthiques dans lesquels se trouvent pris les professionnels. Si vous êtes dans le bilan de compétences, il y a la loi. Si vous êtes dans le CEP, il y a un cahier des charges national. Si vous êtes dans des dispositifs France Travail, si vous êtes dans un dispositif, etc., vous êtes dans un cadre d'intervention dans lequel finalement la latitude qui est la vôtre n'est pas forcément aussi simple et que la question même d'arriver à aider les professionnels à se positionner pour être au clair sur la manière dont ils peuvent aborder, investir, opérationnaliser ces questions-là dans leur pratique quotidienne, c'était quelque chose qui était vraiment un enjeu pour nous. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un troisième enjeu qui est vraiment central pour nous, c'est tout le travail qu'on mène actuellement sur, en gros, une ingénierie pédagogique autour des processus d'accompagnement. Alors, une ingénierie, c'est à la fois s'accorder sur des principes d'intervention, sur un champ théorique, et aussi le décliner de manière opérationnelle avec des outils qui peuvent être aidants pour les professionnels, avec l'idée qu'on ne cherche pas à produire de l'ingénierie avec des outils totalement clés en main. On sait très bien qu'on peut modifier des outils qu'on utilise classiquement pour essayer d'y introduire la dimension de la soutenabilité. On peut en utiliser d'autres. On peut aussi changer de modèle d'accompagnement. On voit les effets qu'a eu, par exemple, l'Ikigai dans les pratiques d'accompagnement, simplement parce qu'on a introduit les besoins du monde. C'est vrai sur toute la planète. Hein. La modélisation produite par le collègue néerlandais sur la question du Ikigai est très étonnante, c'est-à-dire qu'elle a produit un effet de buzz. Et c'était un des premiers outils qui s'est intéressé aux besoins du monde dans les pratiques d'orientation. Et rien que pour ça, on peut lui reconnaître une vraie vertu d'avoir diffusé cette question-là dans l'environnement, même si on peut être critique sur le lien entre la philosophie d'Ikigai chez les Japonais et le modèle qu'on utilise après. Et puis un dernier élément qui n'est pas dans le diaporama, mais qui est important, c'est on a un vrai enjeu, alors peut-être d'influence politique, de lobbying social, dans lequel les questions écologiques doivent pouvoir être intégrées dans les pratiques collectives, et que notre enjeu aussi, c'est essayer de faire un lobbying social dans lequel on essaye de faire apparaître ces questions-là, et à la fois de les documenter, ça c'est important pour nous, de les documenter, mais aussi de jouer un rôle d'influenceurs sociaux, en fait, dans la question de ces questions-là. Elles ne peuvent pas être réduites à la question de la bonne volonté individuelle, mais elles doivent être pensées dans des logiques collectives dans lesquelles on les normalise d'une certaine façon, on en fait des objets qui peuvent être d'une certaine façon intégrés et donc normaux. C'est l'idée de la banalisation, de l'introduction de la soutenabilité dans les pratiques d'orientation. On n'en est pas là, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui avancent, voir le nombre de personnes qui participent à ce webinaire aujourd'hui. Je te laisse passer la phase suivante. Donc, pour ça, on a produit un manifeste. Je vous enverrai, je vous renvoie au site, hein, un manifeste qui nous permet voilà, de poser des principes. Il est un organisateur pour nous important. Il est aussi un organisateur par rapport à les discussions qu'on peut avoir avec la puissance publique aujourd'hui sur la question de l'introduction de la soutenabilité, hein, la conscience des risques multiples, la question de la responsabilité envers ceux qui viennent. Hein, c'est la formule d'Hans Jonas. Hein, nous n'avons pas le droit de décider du non-être des générations futures à cause de l'aide de la génération actuelle. Je pense que c'est vraiment très important d'intégrer la question des générations futures et puis vraiment l'intégration, l'interrogation des vies professionnelles, leurs impacts, et puis dernier point, c'est-à-dire comment, et là c'est plutôt une dimension sociopolitique et qu'on n'évacue absolument pas, c'est comment l'orientation soutenable questionne la croissance, questionne le travail et questionne fondamentalement la question de la justice sociale. Je vous laisse passer. Je suis dans les temps, Fanny. Ça va? Voilà. Donc, oui, oui, très bien, merci. oui. Et donc, du coup, dernier point, et c'est pour ça que je voudrais peut-être vous laisser, laisser le temps de réagir, c'est-à-dire une ingénierie des pratiques d'accompagnement intégrant la soutenabilité, ça veut dire d'être à peu près au clair sur, euh, sur quel est l'objectif qu'on pourrait se doter et se donner en tant que professionnel de l'accompagnement, à sensibiliser à ces questions, et comment on le met en travail, comment on permet aux personnes de le travailler, et comment nous-mêmes, d'une certaine façon, on outille tout ça dans la conduite de l'accompagnement. Et il me semble que c'est vraiment, il s'agit d'aider à la prise de conscience que le travail, son contenu, ses productions, sa forme, son organisation a des impacts sur chacun et sur le monde commun. Dans ce que présentera Fanny, par exemple, on voit bien, il y a des différents impacts. Tu peux changer de boulot, tu peux modifier ton travail, tu peux agir à l'interne, tu peux être un écotaphore d'une certaine façon à l'interne de ton travail. Donc, il y a plein de leviers possibles. Donc, ça peut ouvrir un questionnement qui est très intéressant pour les gens, ce qui peut être un questionnement sur le travail en général, sa place, sa forme, ses impacts,
On le voit beaucoup avec les slasheurs, on le voit beaucoup avec l'hybridation des formes de vie, où les gens n'arrivent pas à trouver un boulot dans lequel ils seraient parfaitement alignés, mais dans lequel ils vont composer, en fait, entre un travail, entre des modes de vie un peu particuliers et des choix, par exemple des choix de localisation géographique, euh, des choix d'investissement associatif, etc., dans lesquels ils essayent de combiner, de composer toutes ces choses-là. La question même de son travail, la place, les impacts qu'il a sur soi et le monde, comment le faire évoluer pour avoir des impacts positifs, on le verra. Un impact et un projet d'autre travail, quel impact on cherche à avoir, quels impacts éviter à tout prix. Hein. Et puis, on voit qu'on élargit progressivement autour de sa vie professionnelle, comment on articule sa vie professionnelle autour de qu'on travaille de façon un peu documentée sur la question des bifurqueurs. On voit bien que le travail, il est poreux avec tous les autres plans de vie et que c'est l'articulation avec tous les autres plans de vie qui permettra aux personnes d'être en sentiment d'alignement avec tout ça. Et puis, il y a des personnes pour lesquelles pour des raisons multiples, c'est compliqué de changer de boulot, c'est compliqué de quitter le travail dans lequel elles sont. Elles vont plutôt articuler ces enjeux-là, plutôt dans la question de leur mode de vie, comment ils vont réussir à articuler les enjeux individuels et collectifs, les situations, les priorités, les valeurs recherchées. Donc, il y a tout un travail à réfléchir autour de la question de comment on l'intègre dans le processus d'accompagnement des personnes, qu'on soit en CEP, qu'on soit en bilan ou dans tout processus d'accompagnement, et comment, d'une certaine façon, on fabrique des ingénieries dans lesquelles finalement, tout cela permet de le questionner sans finalement faire du prosélytisme, sans en faire uniquement sa marque de fabrique, mais en produisant une sensibilisation au fait que est-ce que c'est encore possible de vivre des vies professionnelles sans questionner leur impact sur le monde commun. Je te laisse passer la diapo suivante. Voilà. Donc ça veut dire que, et je terminerai vraiment sur la question des outils, ça veut dire que on peut modéliser des dispositifs spécifiques dédiés ou interroger des outils dans les processus formalisés, CEP, bilan de compétences, etc. Ça suppose vraiment de distinguer trois choses. Avoir un modèle qui intègre cette dimension dans l'ensemble du process, je vous en montrerai un juste après, hein. La possibilité de construire des outils spécifiques, je vous en montrerai aussi, et peut-être pour chacun d'entre vous autour de l'écran, la possibilité de modifier des outils déjà utilisés. Et donc, du coup, ça nous paraissait intéressant de distinguer vraiment ces trois choses-là, c'est-à-dire avoir un modèle, construire des outils spécifiques et modifier des outils déjà utilisés pour que le processus soit finalement enrichi, irrigué, perméable à cette question de soutenabilité. Deuxièmement, et c'est un peu tout l'enjeu de notre travail aujourd'hui, c'est avoir une vraie réflexion sur la posture, qui n'est pas une réflexion purement théorique et académique, mais euh, euh, comment être au clair sur la place que tient cette soutenabilité dans l'ensemble du processus d'accompagnement. Et voilà, si on a des questions, on pourra éventuellement y répondre, mais c'est vraiment un enjeu central, c'est-à-dire qu'à force de se réfugier derrière la neutralité et l'impartialité, on voit bien que d'une certaine façon, on peut être complice de dispositifs de professionnalisation dont on peut douter de la soutenabilité, voire de l'impact extraordinairement négatif sur le monde commun. Et du coup, vous voyez, la question qu'on a tous, toutes et tous, c'est est-ce que je réponds uniquement à une demande spécifique sur la question de la soutenabilité et de l'alignement de ma vie par rapport à ces enjeux-là, ou est-ce qu'on l'intègre dans tous les accompagnements? Et vous voyez que la question est relativement euh, insolite tout de suite, mais en tout cas une vraie préoccupation pour nous. Puis je voudrais, pour terminer, je pense que je suis à peu près dans les temps, il me semble, Fanny, hein, montrer quelques illustrations d'outils. Hein. J'ai parlé de modèles. Hein. Bon, en fait, je voudrais en montrer un. Hein. Voilà, c'est un outil que j'ai construit pour essayer d'intégrer la question de la soutenabilité comme quelque chose qui est normal, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement explorer dans les cadres institutionnels dans lesquels on est, finalement, moi demain, dans ma vie professionnelle, bah, en fait, quoi? C'est-à-dire quel est l'intérêt pour le contenu de l'activité, le métier, l'entreprise? Parce que tu parlais, Fanny, de l'APEC, mais par exemple, on a beaucoup de gens aujourd'hui, des jeunes cadres notamment, qui choisissent pas un métier, qui choisissent une entreprise. Et les modes de production, les modes de pilotage, les modes de management, les modes d'industrialisation, à qui ils vendent, qu'est-ce qu'ils produisent, etc., deviennent des enjeux tout à fait décisifs. Euh, comment, c'est-à-dire comment j'accède, quelle est la compatibilité avec ma situation. Et là, c'est très intéressant d'avoir des témoignages de bifurqueurs, de gens qui ont essayé d'enrichir leur vie professionnelle de choses qui leur paraissent plus en alignement avec des choses qui sont fondamentales pour eux. Et puis le troisième élément, c'est-à-dire intégrer dès le début
la question des impacts sur les autres et sur le monde, c'est-à-dire en fait introduire dans tous les travaux qu'on mène la question des impacts du travail. Et là, c'est un peu un déplacement par rapport à ce qu'on pourrait appeler des bilans des vies professionnelles soutenables, les bifurqueurs intéressés par la soutenabilité. Là, on pense des dispositifs qui sont pour tout le monde, qui relèvent du droit commun et dans lesquels on intègre la question de la soutenabilité pour tout le monde. Ça, c'est vraiment un modèle un peu général. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez, etc. Quoi, comment, avec quels impacts. Et puis, il y a deux outils que je voudrais vraiment vous montrer parce que dans la question dans la question de Fanny, elle évoquait dès le départ la question de la sensibilité pour des professionnels à l'outillage aussi, et à la question des méthodes, etc. Et que je voudrais que vous, voilà, dans ma brève intervention, vous ayez conscience que tout est lié, de votre capacité à fournir des modèles et à comprendre les enjeux du moment, mais en même temps à les traduire opérationnellement dans le travail d'ingénierie, dans le travail quotidien qu'on mène avec les personnes, c'est important. Là, par exemple, il y a un travail qu'on a fait qui est extraordinairement simple, hein, qui en gros, on utilise des critères pour choisir une situation de travail, un emploi, une entreprise, etc. Et on ajoute un huitième critère, de la soutenabilité. Je l'ai mis en vert hein, parce que c'est vert, mais ça nous paraissait intéressant de faire des choses simples, en fait, hein, un moyen tout simple de verdir l'activité. Puis un dernier, je crois que c'est la dernière planche, hein, que je te laisserai la parole. Voilà. Et ça, c'est un exemple d'outil qu'on a transformé aussi, c'est-à-dire que c'est un exemple d'un outil que j'avais élaboré pour le bilan de compétences dans un premier temps, pour le CEP dans un deuxième temps, c'est-à-dire on travaille avec trois, trois types de critères, hein, les bénéfices, les coûts et les risques, et on les travaille sur deux temporalités, tout de suite, plus tard, et on travaille sur trois acteurs. Et l'idée des trois acteurs est très intéressante pour les personnes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a ma préoccupation pour moi, il y a ma préoccupation pour nous, et il y a la préoccupation pour les générations futures. Vous comprenez vite qu'il y a des gens qui vont dire les générations futures, j'en ai rien à battre. C'est pas ma préoccupation et c'est tout à fait entendable et respectable. Par contre, le simple fait qu'on puisse le proposer peut donner lieu à un débat à des gens qui spontanément ne vont pas l'évoquer, parce que dans l'étude, il apparaissait beaucoup que beaucoup de gens ne savent pas comment poser cette question-là. Ils ne savent pas comment l'exposer, ils ne savent pas comment la livrer, en fait, parce que c'est confus dans leur tête. Ils ont le sentiment que leur travail est pas terrible en termes d'impact, mais en même temps, c'est pas très au clair pour eux. Et ils savent pas comment le formuler autrement pour essayer de changer, de bifurquer, d'aménager ces choses-là. Et voilà, des petits outils comme ça peuvent être tout à fait intéressants pour essayer de produire non pas une bifurcation majeure et spectaculaire, mais peut-être une réflexion qui permet, chemin faisant, aux personnes de trouver des ressources et de trouver des moyens d'avancer dans tout ça. Voilà un peu l'idée du la Green Guidance. Vraiment, l'idée, c'est d'outiller les professionnels le mieux possible dans ces questions-là, mais sans s'affranchir d'une question à la fois sociopolitique, c'est-à-dire comment on introduit la société, la soutenabilité dans les vies qui sont les nôtres aujourd'hui et dans les financements qui sont les nôtres tout simplement aujourd'hui, et aussi de pas d'avoir le vrai souci de la préoccupation d'écouter les professionnels pour essayer aussi au mieux de les écouter et de travailler avec eux sur la construction de quelque chose qui peut être d'une certaine façon un bien commun aussi pour les générations futures. Merci de m'avoir écouté. Merci Fanny. Merci beaucoup André pour cette intervention qui était à la fois éclairante, inspirante et outillante. Je me permets parce que donc on a déjà eu la session en présentiel à Lyon lundi. Il y avait un certain nombre de professionnels de bilan de compétences qui étaient présents et qui sont membres du lab qui témoignaient vraiment que c'était un espace pour elles de réflexion sur leurs pratiques enfin, très fort. Et donc, je me disais, peut-être, est-ce que tu peux juste nous dire un mot de comment ça se passe si on vous rejoint, enfin, quelles sont les modalités de travail ensemble pour que les personnes qui sont parmi nous et qui se disent, ah oui, ça rejoint des questionnements, sachent un petit peu ce que ça pourrait donner en pratique pour elles. Alors, ça va être très simple, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois ça, c'est depuis le début, bien avant l'association, hein. C'est-à-dire qu'on a, je crois qu'il y a Cécile de Calon qui est là, du Shift, hein, et bienvenue Cécile. Et du coup, elle a été une des intervenantes. Tous les mois, on a un intervenant externe qu'on estime expert, soit un praticien, soit un chercheur, soit une association, qui vient présenter au lab pendant 2 heures, hein, voilà, échanger avec les collègues, hein. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée d'avoir une ressource externe et nous-mêmes de mettre en discussion et en délibération en fait des choses. On a très très peur
de s'auto-alimenter nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc, on a besoin d'être inspiré de l'extérieur. Donc, tous les mois, on organise, on planifie des interventions de gens externes avec lesquels on documente des choses. La deuxième chose, c'est qu'on a des ateliers de travail avec des groupes restreints et on a tout un travail d'ingénierie aujourd'hui qui est produit et qui va produire de l'ingénierie pratique et outillée et qu'on va mettre à la disposition des membres sur le site avec une arborescence possible. On est en travail par rapport à ça et on a plusieurs groupes de travaux aujourd'hui par rapport à tout ça. Et en fait, l'accès aux ressources, la seule condition, c'est d'être membre de l'association et l'abonnement annuel, c'est 30 euros. Donc, on a fait le minimum vital. Notre modèle économique est très simple et on est quand même plutôt dans une logique de partage et d'outillage avec le fait que toutes les personnes ne peuvent pas assister à toutes les rencontres, mais elles sont toutes enregistrées et donc on peut les avoir en replay. Puis une dernière dimension qui est importante, c'est on a plusieurs projets Erasmus avec des collègues européens autour de cette question-là et qu'on est en lien avec plusieurs universités européennes et que notre lien aussi, c'est de pas nous déconnecter à la fois de la recherche et des praticiens européens. Donc c'est aussi ce qui fait la spécificité. On a Myriam Dunsit, que j'ai cité tout à l'heure, qui a fait voilà, une intervention remarquable au mois de décembre avec nous et qui nous amène un peu la manière dont les Scandinaves abordent cette question-là. Et Peter Plant était danois, donc c'est intéressant de voir aussi comment ils réfléchissent à cette question. Voilà, je ne sais pas si je réponds, mais c'est vraiment voilà, c'est plutôt tranquille et chacun peut prendre ce qu'il veut. Et vraiment, l'idée, c'est de mettre la ressource à disposition, co-construire et pas s'auto-alimenter nous-mêmes et s'ouvrir à la délibération. Je crois que tu parlais, Cécile, de Bruno Latour, par exemple. Voilà, on peut aussi avoir des séances de philosophie autour de ces questions-là. C'est-à-dire, on peut aller très très loin sur des choses vraiment, on peut aller très très loin sur des choses qui sont plutôt sociopolitiques, et on peut aller très très loin sur des choses qui sont extrêmement opérationnelles et très pratico-pratiques. C'est aussi le challenge qu'on a, c'est-à-dire de ne pas dissocier les questions philosophiques, les questions éthiques, les questions idéologiques et politiques, des questions pratiques. C'est un peu le challenge du groupe. Bah, ça fait envie. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Lab Green Guidance pour approfondir et travailler ensemble sur ces sujets-là. Ce que je vous propose, c'est de continuer le reste des interventions et on reviendra aux questions qui ont été posées. Enfin, je pense notamment à celle de Cyril. À la fin, on aura un temps vraiment dédié pour les questions, donc ne vous inquiétez pas. Donc là, on va passer au deuxième chapitre qui est une autre intervention. Donc, je vais vous proposer moi, où l'idée pour positionner mon propos, c'est de s'intéresser à comment on peut accompagner peut-être plus spécifiquement des personnes qui ont identifié que leur évolution professionnelle est mue notamment par la prise de conscience des enjeux d'écologie et de solidarité et qui donc vont être en réflexion sur comment ça va venir impacter leur carrière, soit en faisant évoluer leur métier ou leur secteur d'intervention, soit en allant même sur des reconversions un peu plus radicales. Donc là, pour le coup, par rapport à ce qu'évoquait André, on n'est pas sur pour tout le monde, on est vraiment sur cette catégorie de personnes qui a une intention forte d'alignement de leur carrière avec leur sensibilité écologique et solidaire. Donc, ce que je vais vous partager, c'est une réflexion qui est issue de deux choses. La première chose, c'est que quand on a lancé l'Institut Transition et Nouvelle Voie il y a 5 ans maintenant, on a fait nous-mêmes un projet de recherche pour essayer de mieux comprendre ces évolutions professionnelles-là. Et donc, on a fait plusieurs dizaines d'entretiens avec des personnes qui avaient vécu des évolutions professionnelles pour essayer de comprendre à la fois quels avaient été leurs moteurs, quelles avaient été leurs difficultés, quelles étaient aussi les ressources qu'elles avaient réussi à activer. Le but étant naturellement de construire notre posture, nos pratiques et ce qu'on allait leur proposer par la suite. Donc ça, je dirais que c'est le premier matériau. Le deuxième, qui est plus important à ce jour, c'est finalement le vécu de 287 personnes qui ont vécu au cours de ces dernières années Nouvelle Voie et avec qui on a forcément cheminé avec, pareil, cette attention d'être très ancré dans notre action d'accompagnement et en même temps d'avoir des espaces d'analyse, de réflexivité pour essayer de comprendre ce que ça veut dire d'un point de vue pratique ou éthique. Donc,
voilà, pour vous partager en tout cas un constat qui dit des choses aussi sur les profils des personnes qui suivent Nouvelle Voie, parce que c'était une question qui était posée. Nous, ce qu'on remarque, c'est que les personnes finalement qui évoluent professionnellement pour participer à la transition écologique et solidaire, en fait, ont des profils extrêmement divers et plus divers que ce qu'on pourrait imaginer a priori. C'est-à-dire que les remises en cause sur le travail, finalement, ce sont des remises en cause qui transcendent les générations. Donc, ce ne sont pas que des questionnements de jeunes et qui transcendent aussi en partie les métiers et les secteurs d'activité. Donc, enfin, nous, ça se concrétise très concrètement dans le fait que dans nos promotions, on va avoir des personnes qui sont ingénieurs, des personnes qui étaient enseignantes, d'autres qui étaient travailleuses sociales, d'autres qui venaient de la com, du marketing, et avec finalement des niveaux de responsabilité assez différents les unes des autres. Ceci étant dit, on distingue quand même deux profils qui sont plutôt des profils d'intention, on pourrait dire. Le premier type de profil, c'est ce que nous, on caractérise de profil de non-choix. Donc là, pareil, c'est tout métier, tout secteur confondu, mais ce sont des personnes qui finalement, quand elles regardent leur orientation initiale et puis toute leur carrière, vont avoir le sentiment de n'avoir jamais fait de choix réel d'orientation ou de carrière. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont s'être laissées porter, on pourrait dire, par des facilités sur certaines disciplines, par des attentes aussi de leur famille, de leur milieu, de leurs enseignants, par des opportunités professionnelles derrière et qui se disent, bon, bah, à un moment donné, j'ai une prise de conscience à 40 ans, à 50 ans, je reviens sur mon parcours et je me dis, bon, bah, j'ai pas fait de choix, je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Ça, c'est vraiment une tendance très forte chez les personnes qu'on voit, avec souvent un enjeu sur lequel je reviendrai, de développer des capacités de choix qui n'ont pas été là forcément, en tout cas dans la vie professionnelle jusqu'à présent, et sur lequel on a forcément matière à travailler dans les espaces d'accompagnement. Deuxième type de profil qu'on voit croissant, nous, en tout cas, je dirais, les années qu'on a vécues, c'est des personnes qui, pour le coup, avaient plutôt choisi un métier, une carrière, parce que ça avait du sens pour elles, mais vont être à un moment donné en crise de sens. Donc, je vous parlais par exemple des personnes qui avaient fait le choix du travail social, du soin, de l'enseignement, et qui finalement ne s'y retrouvent plus. Donc ça peut être lié à deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est vraiment, je dirais, la crise que peuvent connaître un certain nombre d'organisations et l'impact que ça a sur le sens au travail des personnes. Mais ça peut être aussi le fait que finalement, il y a eu une prise de conscience croissante chez ces personnes des enjeux écologiques et une difficulté à voir comment ça peut se décliner dans des espaces qui ont du sens, mais sur autre chose, en fait. Et avec une volonté de se repositionner sur des défis, des valeurs qui sont peut-être plus vives pour elles à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour dire ce que nous, on perçoit en tout cas des profils. Pour continuer là-dessus, on a vraiment essayé de comprendre finalement quels étaient les moteurs de ces personnes-là, enfin, qu'est-ce qu'elles cherchaient à nourrir au travers de l'évolution professionnelle. On parle quand même de personnes qui, pour beaucoup, sont dans des cadres relativement privilégiés et vont prendre le risque d'aller dans des écosystèmes, dans des structures qui sont potentiellement plus fragiles, avec pour certains, l'Aurélie, la témoin en parlera tout à l'heure, aussi un vrai enjeu de baisse de revenus, donc de reconsidérer plus largement le mode de vie autour. Donc, en fait, quels sont les moteurs de ça? Donc, ça nous a amené à faire une typologie qu'on appelle les quêtes de l'engagement, qui dit bah, finalement ce qui manque aux personnes dans la vie pro et donc ce qu'elles vont aller chercher. Donc, la première quête qui est très présente chez les personnes qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle la quête de sens. Donc, ce sont des personnes qui ont des valeurs, ont des idéaux et ressentent à un moment donné une dissonance forte entre ces valeurs et cet idéaux et la vie professionnelle sous toutes les formes, enfin, sous toutes ces formes. Donc, c'est ce que disait André tout à l'heure. Ce qui fait que finalement, voilà, y a une prise de risque en évoluant professionnellement pour construire un alignement qui n'est plus là. Deuxième quête, la quête d'utilité. Donc là, ça va être vraiment des personnes qui vont se questionner sur, bon, bah, finalement, est-ce que je sers positivement à quelque chose?
enfin, pour les autres, pour les générations futures, enfin, pour reprendre la typologie d'André. Donc là, c'est des personnes qui vont avoir besoin soit d'évoluer dans leur métier pour être plus utiles et être plus directement, je dirais, en phase avec l'utilité de ce qu'elles font, ou pour rejoindre des structures plus utiles. Avec dans l'accompagnement un vrai enjeu à aider la personne à distinguer de quelle utilité elle a besoin. Je dis souvent ça. Au sein de l'Institut Transition, on a notre coordinatrice administrative et financière qui est une ancienne RH dans l'industrie. Euh, elle a évolué professionnellement pour se sentir plus utile. Donc, elle est sur des fonctions support pour nous qui sont extrêmement utiles et elle, enfin, à mes yeux et aux yeux de l'équipe, et et elle est en capacité de projeter le fait qu'elle est utile à une structure qui a un impact positif selon elle. Par contre, elle n'est pas en lien direct avec les apprenants, donc il faut qu'elle soit en capacité de projeter son utilité. Là où des personnes vont avoir besoin d'être en utilité directe, et donc ça ne veut pas dire la même chose en termes d'évolution de métier. Troisième moteur assez important, c'est ce qu'on appelle la quête de lien. Donc, c'est le besoin qu'on peut avoir de rejoindre des univers professionnels dans lesquels on se sent mieux avec les personnes avec qui on travaille et avec lesquelles on sent peut-être davantage moins en décalage de préoccupations, de valeurs. Autre quête, la quête de découverte, là, c'est vraiment l'envie que peuvent avoir les personnes de continuer à apprendre, à découvrir, à se challenger aussi. Donc là, on a souvent des personnes qui nous disent, mais j'ai fait le tour de là où je suis, j'ai envie d'aller ailleurs pour me sentir à nouveau grandir. Et puis la dernière quête, la quête d'aventure, c'est vraiment des personnes qui peuvent avoir l'impression dans leur carrière d'avoir été plutôt les petites mains ou les opératrices, mais sans une appropriation plus large du cadre de travail qui fait elles ne participent pas à l'aventure, en fait, en termes de développement, etc. Donc pour vous redire un petit peu l'usage de ces quêtes, c'est à la fois un usage pour nous de comprendre ce qui met les gens en mouvement, mais pour euh, venir ouvrir des pistes en termes d'outils, c'est aussi un outil qu'on utilise beaucoup nous et que vous pouvez tout à fait reprendre. C'est-à-dire quand on voit les personnes de poser ces différentes quêtes et de les amener à se positionner sur en fait, lesquelles résonnent et qu'est-ce que ça veut dire sur des points d'attention dans la construction de la vie professionnelle future. Euh, alors pour avancer, moi ce que je voulais apporter aussi, c'est bon bah finalement là nous, en tout cas notre pari, c'est d'accompagner des gens à rejoindre les écosystèmes euh, engagés, donc les associations, les entreprises, les institutions qui travaillent directement sur les enjeux écologiques ou solidaires, qui l'ont intégré dans leur raison d'être et dans leur pratique. Et donc, je voulais vous partager un peu une réflexion sur les conditions de ça, si jamais vous y étiez confronté. Un premier point sur lequel je vais m'arrêter sur le rôle central de l'expérimentation dans ce processus-là. Et puis après, je parlerai plutôt d'insertion professionnelle avec une ouverture sur les métiers pour que vous puissiez les avoir en tête. Euh, alors, sur l'expérimentation, le point qui est hyper central, en fait, nous, dans notre réflexion, en tout cas avec des personnes qui ont envie d'aller vers cet écosystème-là, c'est vraiment de partir du principe que souvent, les personnes ont du mal à évoluer parce qu'en fait, tant qu'elles n'identifient pas tout ce qui existe, elles se cantonnent à reproduire ce qu'elles connaissent déjà. Voilà, ça c'est une donnée que vous avez tous en tête. Par ailleurs, il y a un enjeu au-delà d'aller découvrir ce qui existe sur le territoire, d'aller aussi se découvrir autrement dans cet espace-là parce que on a une connaissance de soi qui est forcément partielle à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a une intention un peu générale de transitionner qui est posée, il y a un enjeu à aller vivre de nouvelles choses pour que cette transition soit possible. Ça peut prendre des formes différentes, hein. Ça peut être, je vais faire du bénévolat dans des structures, ça peut être, je fais des immersions en milieu professionnel, mais c'est en tout cas, je me mets en situation. Pourquoi? Pour nous, il y a trois raisons. La première raison, je l'évoquais, c'est vraiment de venir nourrir un processus introspectif euh, pour éviter, moi, ce que j'appelle la réflexion de la machine à laver qui tourne à vide. C'est que si je ne réfléchis qu'à partir de ce que je connais,
bah voilà, c'est compliqué. Donc, il faut que je rajoute de la matière pour nourrir la réflexion. Et puis, il y a un but aussi qui est très, très présent et qui est plutôt un retour des recruteurs assez fréquent, c'est de prévenir ce qu'on appelle le syndrome de la Tour Eiffel, c'est-à-dire que les personnes projettent énormément de choses. Enfin, la Tour Eiffel, c'est les touristes qui font une pratique peu soutenable de prendre l'avion pour aller voir un truc incroyable qui est la Tour Eiffel. Ils arrivent devant la Tour Eiffel et ils se disent, ah bah en fait, elle est toute petite. C'est un peu ce qui peut se produire dans certaines évolutions professionnelles où les personnes imaginent un secteur, par exemple l'ESS, l'économie sociale et solidaire, en disant mais là-bas tout est rose, ils arrivent, ils se rendent compte que c'est un secteur qui est travaillé par des contradictions et ils sont déçus. Donc là, l'idée d'avoir testé, c'est quand même d'éviter ce genre de découverte. Le but, naturellement aussi, ça va être de s'ancrer dans un réseau d'acteurs pour être connu et reconnu et donc d'avoir des opportunités facilitées. Et donc, c'est bien de rendre son parcours lisible et attractif. Nous, ce qu'on a vu beaucoup avec les recruteurs, c'est que globalement, enfin, je pense aux directeurs, directrices d'associations, d'entreprises engagées, ils voient très positivement l'arrivée de personnes en évolution pro parce que les personnes viennent avec des expériences, des compétences qui sont parfois un peu décalées et qui peuvent être ressources. Mais leur point d'attention, c'est est-ce que les personnes vont être en capacité de bien s'asserrer et de trouver leur place. Et ça passe par une acculturation, une compréhension des enjeux. Donc, tout ce qui a été vécu en amont vient faciliter. Euh, alors, petit outil pour nourrir la boîte qui a déjà été ouverte par André. Euh, euh, donc là, c'est un outil qui a vocation à aider les personnes à identifier par quoi elles pourraient commencer. Je vous disais, il faut expérimenter, mais pour expérimenter, il faut savoir ce qu'on a envie de tester et par quoi on peut commencer. Euh, Nous, on utilise ce qu'on appelle la boussole intérieure. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avancer quand on ne sait pas très bien encore où on a envie d'aller. Cette boussole, elle est composée de deux aiguilles. Une première aiguille a vocation à amener la personne à réfléchir à ce qui lui parle. Donc, c'est la question des valeurs, des causes qui l'animent et sur lesquelles elle aurait envie de mettre son énergie professionnelle. Euh, et deuxième aiguille, on appelle ça l'aiguille du goût. C'est ce que j'aime faire, c'est les postures que j'aime avoir, les compétences qui sont les miennes et que j'aurais envie de garder, les espaces où j'aime intervenir. Donc l'idée étant, au travers des deux, de pouvoir esquisser des secteurs d'activité et des missions que les personnes pourraient avoir. Voilà, donc typiquement, quand elles ne savent pas par quoi commencer pour expérimenter, la boussole peut être une amorce pour réussir à prioriser. Alors après, une fois qu'on a dit ça, enfin, la question c'est quand même celle des débouchés. Euh, pour nous, il y a un peu trois grands débouchés des personnes qui évoluent vers le monde de la transition écologique et solidaire. On a des personnes qui vont garder leur métier mais qui vont changer de secteur. Donc je sais pas, j'étais RH, j'étais dans la com, euh, voilà, je faisais de la finance, ben, je vais garder ça, mais je vais rejoindre des secteurs d'activité, des structures qui sont soutenables ou engagées activement sur les questions d'écologie et de solidarité. Donc ça, c'est une part importante puisqu'on le verra, en fait, il y a tout un tas de métiers dans les structures qui sont les mêmes, enfin, les structures engagées qui sont les mêmes qu'ailleurs, et donc ils vont rechercher certains profils. Deuxième tendance, c'est bah, je vais changer et de secteur et de métier, donc avec des personnes qui vont dans des processus d'évolution, voire de reconversion un peu plus importants. Nous, c'est quand même la majorité des personnes qu'on forme qui vont soit complètement changer, soit qui vont plutôt remobiliser des compétences, mais dans une fiche de mission qui n'a rien à voir. Je pense par exemple à des personnes ingénieurs qui deviennent coordinatrices dans des associations. Bien sûr qu'elles remobilisent des compétences de gestion de projet, de planification, mais c'est quand même vraiment pas le même métier non plus. Et puis, il y a des personnes qui vont rester dans des structures classiques, mais l'écologiser pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Donc, c'est quand même trois options assez différentes. Euh, et donc,
pour aller plus dans le détail sur les métiers, on nous demande souvent, mais c'est quoi en fait le nom des métiers? Donc, alors, la complexité, c'est qu'il n'y a pas des noms de métiers tellement différents. Et donc, bah, quand on cherche sur le code ROM, on ne trouve pas les métiers écolos ou soutenables forcément. Donc, pour vous donner quand même des billes, si vous aviez besoin d'ouvrir les possibles des personnes accompagnées, donc le premier type de métier, bah, c'est tous les métiers similaires aux autres, donc communication, gestion administrative et financière, voilà. Ça s'appelle pareil. Simplement, voilà, il y a cette attention à une acculturation pour réussir à incarner le métier de manière un peu spécifique. Le deuxième type de métier, c'est ce que nous, on appelle les métiers couteau suisse. Alors, c'est notre vocabulaire, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément aujourd'hui de postes qui vont s'appeler coordination, chargé de mission, chargé de projet, etc. Mais qui, en fait, quand on regarde à l'intérieur, en fait, sont des métiers où ce qui va être attendu, c'est de la polyvalence et de l'adaptabilité. C'est lié à la fois au fait que c'est des structures qui sont souvent en développement, donc avec pas énormément de corps de métiers différents, donc chacun contribue un peu à différentes dimensions. Donc ça peut être quelque chose de très nourrissant et qui attire des personnes en évolution pro qui ont justement envie de faire différentes choses. Le point de vigilance, c'est que bon, bah, quand on a été comment dire, très fonctionnalisé pendant longtemps dans sa vie professionnelle, ça peut aussi être insécurisant. Et donc là, il peut y avoir quelque chose à prévenir aussi dans l'accompagnement. Et puis, bon, on a un certain nombre de métiers spécifiques quand même, de jardiniers, épiciers, forestiers, mais voilà, qui sont finalement relativement à la marge. Pour finir, avant de laisser la parole à l'Aurélie, ce qui me semblait quand même important de dire, en tout cas pour toutes ces personnes qui rejoignent des structures engagées sur ces enjeux-là, c'est que souvent la transition professionnelle va avec une transformation personnelle en parallèle. Enfin, c'est toujours le cas, mais ça l'est en particulier là. Et donc, je voulais m'arrêter sur deux choses qui me semblaient être des conditions de réussite. Donc, un premier point sur le sentiment de légitimité des personnes et un deuxième point que j'évoquais déjà brièvement sur le renforcement de leur capacité à faire des choix. Euh, donc, le premier point sur le sentiment de légitimité, c'est que nous, ce qu'on remarque quand même beaucoup, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui ont envie d'évoluer professionnellement vers les écosystèmes transition écologique et solidaire vont être bloquées par la question de la légitimité. C'est-à-dire que si finalement elles ont eu un parcours personnel et professionnel assez peu euh, engagé dessus ou qui n'avaient pas intégré ces questions-là, le fait de commencer à les intégrer n'est pas évident parce qu'elles anticipent le fait que des personnes qui sont déjà là pourraient les juger non légitimes et donc ne pas trouver leur place. Donc, pour nous, le point qui est hyper important en accompagnement, c'est déjà de dire qu'elles ont une première légitimité, qui est leur légitimité potentielle, qui est liée à leur envie d'agir et qui est quelque chose de précieux que personne ne peut leur envoyer. Mais qu'après, en effet, il va y avoir un enjeu de se construire une légitimité pour les autres, pour qu'il y ait un processus de reconnaissance qui se passe. Et ça peut se passer par l'expérimentation que j'évoquais, la formation, euh, euh, tout un tas de choses qui va faire que on n'a pas que envie, on a aussi des choses à faire valoir auprès des personnes. Euh, et donc pour ça, on utilise nous pas mal un outil que vous pouvez aussi utiliser qu'on appelle l'outil des zones où on aide les personnes à distinguer trois zones différentes. La première zone, c'est ce qu'on appelle leur zone de confiance, donc sur lequel elles peuvent noter tous les espaces, toutes les compétences, toutes les choses sur lesquelles elles se sentent en maîtrise et donc en confiance, quoi. Donc ça, c'est leur point d'appui, c'est important qu'elles l'identifient. Deuxième zone, ça va être la zone de risque. Donc c'est ben, des endroits, des postures, des compétences sur lesquelles c'est pas ce que je maîtrise, mais voilà, j'ai envie d'y aller pour réussir à évoluer, mais ça représente une prise de risque. Et dernière zone, c'est la zone de panique. C'est là, c'est tous les endroits ou toutes les postures où c'est pas seulement ça me met en effort, c'est tellement dur que
bah, je suis en stress, je perds confiance, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de diagnostiquer, de cartographier tout ça et après d'aider les personnes à réfléchir à ce qui serait nécessaire pour que la zone de risque soit une zone fertile au sens où ça se passe bien et donc c'est une extension de la zone de confiance et comment est-ce qu'on fait pour que la panique n'ait pas lieu, quoi. Donc ça travaille assez positivement les choses. Pour finir, donc la question du choix, nous, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les personnes, en fait, en tout cas pour maturer un nouveau projet professionnel, se disent, bon, bah, il faut que j'ai défini le métier et donc la destination pour commencer à expérimenter, à rencontrer des gens, etc. Et donc, bah, forcément, ça ne marche pas puisque le choix est un processus itératif. Il faut commencer à avancer, à aller rencontrer du monde, à vivre des choses pour que l'horizon s'éclaircisse. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point assez essentiel à décliquer. Et puis après, pour finir, il y a deux enjeux toujours autour du choix qui me semblent importants. Le premier enjeu, c'est que on a, nous, en tout cas, dans les personnes qu'on accompagne, des gens qui regardent douloureusement, je dirais, leur passé professionnel, soit parce que ça a été des conditions de travail ou des contextes compliqués, soit aussi parce que en fait, elles regrettent ce qu'elles avaient vécu jusque-là. Et donc, il peut y avoir un vrai enjeu à faire la paix en se disant, bon, bah, on a fait aussi les choix avec les infos qu'on avait à un moment donné. Euh, Là, l'enjeu, c'est de se centrer sur le présent et sur comment on construit la suite, quoi. Euh, et après, l'enjeu clé, en tout cas pour nous, et je pense que l'Aurélie aura sûrement des choses à dire dessus, c'est qu'il y a un enjeu à s'approprier des nouveaux critères de choix. Donc, c'est ce qu'a abordé finalement aussi André en posant la question de la soutenabilité par rapport à d'autres choses. Nous, un critère qu'on aborde beaucoup avec les apprenants, c'est de dire, ben, en fait, pose-toi la question des endroits où tu te sens animé, quoi. Enfin, les endroits où tu te sens vivant, où tu sens que tu as un élan. Si c'est le cas, bah, c'est une bonne indication quand même sur la suite. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. J'espère que c'était à peu près clair. Et je vais donner la parole à l'Aurélie, qui va être certainement une bonne personne pour venir illustrer plein de choses qu'on a pu aborder avec André. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser un certain nombre de questions pour qu'elle puisse nous partager des points qui nous semblaient importants. Et puis là, pareil, vous aurez vraiment l'occasion de pouvoir poser des questions par la suite. Donc, merci d'être là, Laurélie. Est-ce que tu peux nous partager, enfin nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et pourquoi à un moment donné, tu as eu envie d'évoluer professionnellement? Eh ben, bonjour à tous et merci à l'Institut pour l'invitation au témoignage. Du coup, pour présenter un peu plus qui je suis, j'ai, on va dire, je pense que je rentre dans la catégorie des personnes qui ont fait un parcours de non-choix, on va dire, dans un premier temps. Je pense que j'ai été une génération où on m'a fortement incité à faire des études. Donc, j'ai un peu suivi ce parcours-là avec un bac général scientifique, des études, un master. Je pense que déjà, ça me titillait quand même que dans ce parcours-là, je voulais essayer quand même de trouver du sens. Donc très vite, je me suis dirigée dans la biologie et la microbiologie, et après professionnellement sur le côté santé humaine. Et donc, j'ai fait une grosse première partie de ma carrière en tant que consultante, et essentiellement du coup pour Sanofi Pasteur. Donc voilà, ça m'avait permis de cocher toutes les cases avec les études, le CDI, le bon poste, voilà, et d'être à Sanofi Pasteur et sur la vaccination humaine, je trouvais que voilà, ça avait du sens. Et puis, en fait, très vite, j'ai un peu été déçue de la réalité. C'est-à-dire que voilà, je suis retombée dans la grosse industrie. Et donc finalement, le sens de ce que je faisais au quotidien, il n'était pas vraiment visible. J'ai l'impression d'être une fourmi au milieu d'une fourmilière. J'étais sur tout ce qui était assurance qualité dans la production, donc essentiellement administratif, réglementaire, etc. Et de plus vraiment voir le sens. Et quand j'avais tout enchaîné très vite, sans pause,
Je me suis un peu retrouvée à 25 ans à enchaîner boulot, métro, dodo, alors que c'était pas forcément quelque chose qui de base quand même m'inspirait. Je l'ai beaucoup fait voilà, parce on m'avait dit que c'était ce qu'il fallait faire, donc j'ai suivi comme une bonne petite, voilà, comme une petite élève. Et on va dire, avant de commencer ma transition, j'ai d'abord fait en fait des coupures dans ma vie professionnelle à l'étranger. C'est-à-dire que voilà, j'avais regretté de ne pas être partie à l'étranger pendant mes études. Donc voilà, j'ai fait j'ai vécu plusieurs mois en Nouvelle-Zélande, plusieurs mois au Canada, jusqu'à ce que petit à petit, je réalise qu'en fait, aller m'expatrier dans un pays étranger, ça réglait pas forcément mon problème de sens et que je me voyais pas vivre ailleurs et que ce que j'avais besoin, en fait, c'était d'être plus alignée, plus ancrée dans mon quotidien et donc de vraiment poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment faire. Donc pour m'aider, j'ai d'abord fait un bilan de compétences, voilà, pour mieux justement identifier ce que je voulais, ce qui me plaisait et de me détacher un peu de tout ce que j'avais fait un peu par mon choix. Et très vite, ce qui a émergé, c'est que dans la société dans laquelle on vivait, bah, la question de la transition écologique, etc., bah, ça prenait de plus en plus de place et je me posais pas mal de questions. Je faisais notamment beaucoup de voyages et je savais que c'était pas compatible. Et du coup, voilà, je me posais beaucoup de questions sur ces enjeux-là. Et c'est comme ça que j'ai creusé comment est-ce que je pouvais me réorienter dans ce domaine. J'avais l'expérience d'avoir eu l'impression d'avoir eu du sens dans mon premier boulot. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je ne veux pas me tromper et pas me faire avoir. Je savais que sur la transition écologique, il peut y avoir énormément de greenwashing, beaucoup d'entreprises qui se mettent à la RSE, mais en fait, derrière, c'est pas forcément très engagé. Donc j'ai vraiment fait un peu attention à bien choisir comment est-ce que j'allais faire ma transition. Et c'est comme ça que je suis tombée en fait sur l'Institut. Et c'est, on va dire, un peu cette année de formation Nouvelle Voie qui m'a donné pas mal de billes et d'élan pour continuer en fait cette transition professionnelle. Tu as commencé à en parler un petit peu, mais est-ce que tu peux nous dire dans tout ce processus d'évolution pro, quels sont les freins et les difficultés que tu as rencontrés? Et puis au contraire, quelles sont les ressources ou les choses qui t'ont permis de maturer et de concrétiser? Je dirais les freins, c'est un peu. Alors, je pense que de base, j'ai toujours eu quand même en tête que je ferais jamais le même métier toute ma vie. Enfin, j'avais quand même en tête que j'allais évoluer ou potentiellement changer de métier. Donc, j'ai pas eu un vrai frein de changement. Voilà, j'avais un peu en tête. Mais les freins, c'était quand on a eu un parcours tout tracé, se dire là, en fait, j'ai le choix de faire un peu ce que je veux. C'est difficile de voir par quel bout prendre les choses. Et du coup, ça peut freiner dans l'action parce qu'on ne sait pas par où prendre les choses. Il y avait aussi le frein de comment est-ce que j'en parle à mes proches, enfin, comment est-ce que je leur dis, bah, en fait, j'arrête, je vais me réorienter, potentiellement passer par une année de chômage où c'est jamais forcément bien vu d'être sur ce modèle-là. Donc voilà, il y avait un frein de sortir un peu du modèle de société classique. Et voilà. Et après, je veux dire, les ressources, ben, ça a été surtout l'accompagnement, que ce soit dans un premier temps le bilan de compétences. Et puis après, l'aventure avec l'Institut et Nouvelle Voie, où ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi, qui avaient des parcours différents, mais les mêmes questions, parfois les mêmes freins et autres. Et du coup, d'échanger et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul. Et bah, ça permet voilà, de nous aider. Et c'est ce qui a levé les freins et m'a permis d'évoluer dans ma transition, quoi. Juste pour rebondir sur Nouvelle Voie, j'ai présenté assez rapidement Nouvelle Voie au début. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, en tout cas, comment tu l'as vécu et ce que tu as trouvé, en fait, dedans, que ce soit peut-être plus concret et plus vivant? Ouais. Bah, ça a été une année qui était vraiment riche. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé, c'est que quand j'ai commencé à vouloir m'engager dans tout ce qui était transition écologique et solidaire, j'avais pas forcément une grande connaissance de cet écosystème-là. Voilà, j'étais dans un écosystème qui était totalement différent et j'étais tellement pris par mon boulot que j'avais pas forcément eu l'occasion de beaucoup m'investir, même bénévolement, dans ce type de structure. Donc moi, ça m'a vraiment permis
d'avoir en fait une bonne connaissance, enfin une bonne présentation et connaissance de cette structure-là. De me permettre aussi de développer mes compétences et de me sentir peut-être un peu plus légitime parce que forcément j'ai l'impression de venir d'un milieu très spécifique. Donc il y avait Fanny on en a parlé aussi de ce problème de légitimité. Donc le fait d'avoir à la fois les cours théoriques sur plein d'aspects de la transition écologique, bah, ça me permettait voilà, de me sentir plus confiante. Et moi, ce que j'ai vraiment préféré, on va dire, et que j'en ai profité, c'était la partie des missions qui est proposée par l'Institut. C'est-à-dire que grâce à leur réseau de structures de l'ESS, ils peuvent proposer tout un panel de missions tout au long de l'année sur lesquelles on peut postuler. Et c'est plutôt un mix entre un stage et plutôt des missions en fait un peu de prestation, puisqu'on a tous de l'expérience professionnelle. Donc on va un peu capitaliser sur ces connaissances-là et qu'on va les apporter aux structures. Et donc moi, je suis vraiment partie d'une mission qui pouvait être proche de ce que je faisais avant parce que c'était plus rassurant. Et puis en fait, petit à petit, ça m'a permis, parce que j'ai fait 4 missions au cours de l'année, euh, et, euh, et en fait, ça m'a permis d'aller peut-être chercher des sujets qui pouvaient m'intéresser, mais qui étaient plus impressionnants ou sur lesquels je me sentais moins à l'aise parce que c'était totalement nouveau, et d'aller expérimenter ça et de ressortir en fait vraiment avec la confiance parce que voilà, la mission, ça, c'était fini, on avait réussi l'objectif, la structure était contente, et moi j'avais appris plein de choses sur le terrain parce que j'avais aussi besoin voilà d'être sur le terrain et de découvrir par le faire et pas uniquement dans la théorie. Et donc c'est ça que j'ai trouvé qui était bien un institut, c'est ce côté théorique et pratique, et le côté accompagnement, où en mission, on a toujours quelqu'un de l'institut qui nous accompagne, qui nous guide pour nous donner un peu les billes de comment mener le projet à bien. Et aussi dans la transition, toujours un binôme d'accompagnement qui nous accompagne dans notre évolution des modules de parcours pro sur son rapport au travail, la légitimité, etc., qui, moi, m'ont permis de déconstruire beaucoup de choses sur mon rapport au travail, au salaire, etc. Mais là, tu évoques une réponse, enfin, euh, tu réponds, pardon, à Marie qui se posait la question de comment on est concrètement accompagné, mais enfin, ouais, pour vraiment enfin, mettre en avant les deux dimensions prioritaires, en effet, c'est que chaque apprenant va être suivi individuellement. Donc, c'est un rendez-vous de 2 heures, une fois par mois, pour faire le point sur son vécu, son évolution professionnelle, l'aider aussi sur son mémoire et puis à construire son projet, en fait, pour la suite. Donc, c'est un accompagnement quand même assez renforcé. Et par ailleurs, il y a des espaces d'accompagnement collectif, donc sur le choix, la légitimité, le travail, le rapport à l'argent, enfin plein de choses qui viennent répondre à des petits grains de sable quand même, enfin, des petits gros, parfois grains de sable pour les personnes, et où là, bien sûr, on amène de la ressource, mais il y a toute une dimension co-développement entre apprenants qui est assez importante. Peut-être pour finir, parce qu'on peut se demander ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu peux nous dire finalement, donc, comme tu nous disais, de consultante à Sanofi sur les questions de qualité, enfin voilà, où est-ce que tu es arrivée? Euh, Première question. Deuxième question, c'est comment en fait tu y es arrivée et puis quel regard tu portes aujourd'hui sur ton évolution pro? Alors aujourd'hui, je suis coordinatrice du pôle accompagnement dans l'association On the Green Road. Donc rapidement, l'association On the Green Road, ça va être une association qui va porter des sujets autour du voyage engagé, des médias et de la transition écologique. Et donc, l'idée, c'est que moi, je coordonne le pôle accompagnement pour accompagner des voyageurs et voyageuses qui vont avoir des projets de voyage engagé et de médias. C'est-à-dire, ils vont partir sur plusieurs mois année avec un objectif de voyager bas carbone, donc c'est-à-dire que c'est généralement à pied, à vélo, en train, avec derrière une quête de sens et d'aller creuser des sujets autour de la transition écologique ou des solidarités et d'en faire un média, que ce soit des documentaires, des expos photos, des podcasts. Et donc voilà, grâce à nos formations et accompagnements, on permet, c'est aussi une manière pour des personnes de faire un break professionnel et de mener un peu un projet un peu à dimension entrepreneuriale
que ce soit voilà, sur de la gestion financière, l'organisation du voyage, et après développer les compétences techniques de médias, etc. Donc voilà, ce qui peut sembler totalement différent de ce que je faisais avant. Et comment j'en suis arrivée là? Bah, justement, c'est en fait grâce à une des missions que j'ai fait avec l'Institut Transition, où c'était une mission dans cette structure. Et finalement, comme le voyage prenait beaucoup de place avant et que c'était une question que j'avais, enfin un rapport au voyage que j'avais à questionner, j'avais trouvé ça très intéressant. Et enfin à la fin de ma mission, il y a eu un poste qui s'est libéré. Et voilà, enfin du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir directement enchaîner la fin de mon année de transition Nouvelle Voie directement avec un poste du coup de coordinatrice à On the Green Road et de pouvoir travailler sur la question des imaginaires de voyage. Donc voilà. Et donc le regard que je porte sur mon évolution, bah, je dirais que bon, enfin, c'est avec très simplicité, mais j'en suis assez fière finalement, parce que je pense que si on m'avait dit à l'avance que je serais au poste auquel je suis aujourd'hui, sachant que oui, je n'ai pas précisé, la structure dans laquelle je travaille, c'est une petite association de 2 salariés, un alternant et 4 volontaires en service civique, alors que je venais justement d'un milieu où il y avait un immense campus avec 90 bâtiments et 4 000 personnes. Donc ça a été vraiment pour le coup très différent de ce que je faisais avant. Et au moment de ma transition, je pensais pas que je serais capable en un an d'arriver à ça et d'avoir vraiment réussi à faire, on va dire, un choix professionnel du cœur. Et après, bah, sur tous les aspects, on va dire salaire, etc., bah, petit à petit déconstruire et de me dire, ben, on va tester, rien n'est définitif, mais j'ai vraiment envie de faire ça, je le fais. Et puis après, ben, on improvisera, mais je suis vraiment contente voilà, d'avoir sauté le pas et d'avoir fait toute cette évolution pendant un an. Ah, merci pour ce partage qui est également éclairant et inspirant. C'est juste pour répondre directement à la question de Françoise, l'accompagnement, en fait, est fait par une équipe de personnes accompagnatrices de l'Institut qui ont toutes pour point commun, je dirais, à la fois de développer des pratiques d'accompagnement des évolutions professionnelles et d'être ancrées dans des structures engagées sur les questions d'écologie et de solidarité, puisque pour nous, l'enjeu, ça va être à la fois, bien sûr, d'aider les personnes à cheminer, mais aussi d'être facilitatrice euh, dans la mise en réseau, dans la connaissance du secteur. Donc, on essaye d'avoir des personnes qui ont cette double entrée là. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse ouvrir un petit temps de questions. Euh, euh, on a répondu à certaines déjà, il y en a d'autres non, et on va le faire maintenant. Mais s'il y a des questions qui vous restent, n'hésitez pas à les partager dans le chat. On peut répondre soit Laurélie, soit André, soit moi, en fonction des sujets. Donc la question auquel nous n'avons pas répondu encore, c'est pour toi, André, donc de Cyril, qui demande comment conseillez-vous d'objectiver l'élément soutenabilité? Quels éléments de mesure, quelles sources? Est-ce que André, tu peux nous apporter des éléments complémentaires sur ce point en particulier? J'avais oublié de remettre le micro, excusez-moi. Euh, Excellente question. Pour l'instant, c'est la question de Cyril, je pense, hein. Il me semble que pour l'instant, on n'a pas d'outils quantitatifs qui nous permettent d'objectiver ce que c'est que la soutenabilité. Donc, c'est un travail que je mène actuellement sur essayer de produire une grille qualitative, en fait, sur les différents impacts. Et pour l'instant, je m'inspire du Do Note de Cyril Rothworth sur la question à la fois de limites planétaires et sur la question de l'espace juste et sûr, et donc sur la dimension sociale. Donc, je suis en train de fabriquer en fait un petit support, mais qui est plus
plus un outil d'investigation qu'un outil vraiment normé, quantitatif, qui me semble extrêmement difficile. Parce que, Fanny, tu l'as évoqué tout à l'heure, du coup, ça dépend tellement des contextes dans lesquels on est que ça n'aurait pas beaucoup de sens d'essayer de le normer. Par contre, le qualifier, c'est-à-dire dans la phase d'exploration, essayer de repérer quelles sont les natures des impacts. Et il peut y avoir des impacts neutres, beaucoup d'impacts neutres, hein, des impacts négatifs, voire des impacts positifs. C'est intéressant d'avoir juste ces trois registres-là et d'essayer de les qualifier. C'est un peu le travail que je mène aujourd'hui dans le cadre du lab. Merci beaucoup pour répondre à des questions qui étaient plus sur Nouvelle Voie. Donc, pour la question d'Agnès sur le financement, très majoritairement, en fait, ce sont les personnes elles-mêmes qui financent leur année, au sens où, en fait, comme on ne forme pas à un métier particulier, notre formation, elle n'est pas articulé au RNCP, donc il n'y a pas enfin, de financement par, je sais pas, Transition Pro, par exemple. Pareil, pour les mêmes raisons, pas de financement par le CPF. Les modalités d'aide qu'on identifie et qui existent, c'est pour certaines personnes, on a déjà eu des cas de financement par France Travail, mais ce qu'on a remarqué, c'est que c'est très variable en fonction des directives qui sont données sur l'attribution des formations. Donc, en région lyonnaise, pendant un moment, on a eu des financements, là, on n'en a plus. Et on a des gens qui viennent d'autres territoires et qui ont un financement. Donc, bon, nous, notre conseil, c'est quand même d'essayer parce que, en fonction des cadres, ça peut arriver. Mais c'est quand même assez à la marge, puisqu'aujourd'hui, les financements vont être plutôt fléchés sur des personnes qui n'ont pas du tout de bagage de diplôme ou sur des métiers en tension, ce qui n'est pas exactement le cas soit du profil des personnes qu'on forme, soit de leur projet professionnel. Deuxième cas, c'est des personnes qui sont en poste et qui font nouvelle voie plutôt pour une évolution en interne. Donc, dans ce cas-là, en fait, pour le coup, nous, on est certifié Calliope, donc ça peut être financé dans le cadre du plan de développement des compétences par les OPCO. Puis bon, troisième option pour des personnes qui seraient en difficulté financière, et c'est le cas d'une part importante de nos apprenants, c'est qu'on a nous-mêmes un fonds de soutien pour des personnes, voilà, pour baisser les frais pédagogiques de manière à ce que ce soit jouable pour eux ou pour elles. Voilà. Et donc, le budget, j'ai un problème avec les chiffres, mais c'est autour de 5 600 euros. Je crois que c'est 5 640, si je ne me trompe pas, sur tous les cours et tout l'accompagnement sur l'année, avec un échéancier qui s'adapte aussi. Voilà. Ah bah, Léa avait répondu. Je suis fière de moi, je me rappelle enfant. Voilà. Sur les modalités d'accès et sur les modalités pratiques. Donc, sur les modalités d'accès, il y a un principe de non-sélection. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir les meilleurs apprenants, apprenantes selon nous. Il y a plutôt un processus d'accompagnement à la réflexion des personnes sur est-ce que Nouvelle Voie est vraiment une bonne option pour eux, compte tenu de qui ils sont, de où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Donc, très concrètement, pour les personnes qui se questionnent sur le fait de faire Nouvelle Voie, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle, nous, un rendez-vous d'orientation avec un membre de l'équipe pour échanger sur son parcours, sur ce que les personnes projettent pour la suite, sur leurs besoins. L'idée étant qu'on leur donne des clés de réflexion et qu'on leur partage aussi un regard sur est-ce que ça nous semble fertile ou au contraire, est-ce que ça nous semble pas une bonne idée. Après, les personnes, elles s'autodéterminent aussi. Et ensuite, elles posent un dossier pour s'inscrire. Hormis très gros warning, si les personnes maintiennent l'envie d'y aller, en fait, elles sont intégrées au programme. Donc ça, c'est sur les modalités d'accès. Donc en fait, on n'a pas de sélection liée au profil initial des personnes. C'est plutôt une validation de l'intention pour la suite qu'on essaye de travailler. Sur les modalités concrètes, donc ça va répondre à la question sur Nantes. Jusqu'à présent, les personnes, nous avions, enfin, en gros, là actuellement, les personnes qui font Nouvelle Voie, leur semaine s'organise de la manière suivante. Ils ont cours de fin septembre à avril, 2 jours par semaine en dehors des vacances scolaires.
Et donc, le reste du temps, finalement, certaines personnes travaillent et il y a la question d'émission du mémoire. Donc, soit jusqu'à avril sur les 3 jours restants, soit pendant le reste de l'année, tout le temps, puisqu'il y a plus court. Là, c'est vraiment 100% mission mémoire. Euh, donc voilà, ce qui fait que concrètement, c'était quand même un programme qui était pensé plutôt pour les personnes en région lyonnaise, vu qu'il y a cette récurrence à Lyon. Mais en fait, on a remarqué qu'en fait, on a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent un peu de toute la France pour suivre Nouvelle Voie, avec des personnes qui viennent à Lyon pour faire la formation, donc de Nantais, par exemple, cette année. Donc, l'idée, à partir de septembre, et ça peut être intéressant si vous n'êtes pas lyonnais de l'avoir en tête, c'est que on aura toujours cette modalité classique-là, mais qu'on lance une nouvelle modalité pour suivre Nouvelle Voie, qui va être une modalité en hybride, où en fait on va articuler des cours une fois par semaine en visio le mardi soir et des temps de regroupement sur Lyon, euh, pour qu'il y ait quand même la dimension conviviale, ancrée, etc. Euh, et l'idée après, c'est que les personnes puissent faire les missions sur leur territoire à elles, de manière à ce que ça leur permette de s'ancrer dans leurs écosystèmes et qu'on les accompagne à ça. Voilà, donc c'est un peu la nouveauté de cette année. Voilà. Euh, donc, c'est ces deux modalités vraiment différentes. Et pour le coup, pour les missions, là, ça fait plusieurs années qu'en fait, on propose des formations à des structures qui sont dans toute la France. Euh, et donc, en fait, on commence à avoir pas mal de réseaux, en tout cas dans un certain nombre d'endroits. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier de missions dans ce réseau-là, qui est forcément un peu moins dense qu'en région lyonnaise. Enfin, forcément, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'écosystème lyonnais, je le connais mieux que le parisien, mais on a des attaches qui nous permettront quand même de développer des choses. Voilà, pour répondre à ces questions. Je vois qu'il y a du partage de ressources aussi qu'on pourra partager, et il y en a notamment pour toi, André. Euh, et question auxquelles je n'ai pas répondu, oui, nous avons un certain nombre d'apprenants qui sont en poste, suivent Nouvelle Voie, mais bon, ça nécessite quand même de réfléchir à des aménagements, donc il faut se rapprocher de nous pour qu'on voit ce qui serait possible. Ouais, enfin, comme j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas vu les différentes questions et on ne peut pas payer avec son CPF. Voilà, donc je disais. Euh, je crois que c'est bon, si je ne me trompe pas sur les questions. Euh, En tout cas, pour vous partager des prochains pas, je vais vous partager des prochains pas de l'Institut. Et André, si tu as envie de partager des moments où on peut vous retrouver ensuite au Lab Green Guidance, n'hésite pas à le faire toi-même. Donc, pour vous dire, nous, là, on a d'autres moments où on peut échanger ou se rencontrer ensemble. Donc, le prochain temps qui peut être intéressant, là, c'est plutôt pour des personnes en évolution pro, donc des personnes que vous accompagneriez vous. C'est qu'on organise des webinaires qui s'appellent J'ai changé de vie pro mode d'emploi les 16 mars et 20 mars. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir plutôt outiller des personnes en évolution pro sur comment faire pour avancer et s'insérer dans les écosystèmes écolo solidaires. Donc n'hésitez pas à les convier, c'est gratuit, enfin, tout est accessible, ce sera aussi disponible en replay. Et puis, on organise aussi des journées portes ouvertes de l'Institut les 1er et 17 juin. Donc, n'hésitez pas, pareil, à inviter les personnes. Le 17 juin, ce sera des portes ouvertes hybrides. Donc, on aura aussi possibilité pour des gens qui habitent loin d'échanger avec nous à ce moment-là. Voilà, donc c'est des moments voilà, où vous pouvez soit nous inviter les personnes, soit participer vraiment. J'ai vu que certaines personnes se posaient la question aussi de travailler avec nous, donc n'hésitez pas à m'écrire suite au webinaire. De toute façon, nous allons vous transmettre toutes ces ressources, donc vous pourrez bien sûr nous recontacter. Je ne sais pas, André, s'il y a des événements ou des moments où on peut vous rencontrer prochainement. En fait, toutes les réunions, toutes les rencontres sont sur le site. Donc, du coup, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site, hein. Je crois qu'Agnès a mis le lien.
la Green Guidance, c'est facile. Donc, du coup, et tous les événements en présentiel aussi sont mis à disposition, ainsi que les articles en production et l'arborescence qui est en cours de finalisation. Donc, tout ça, c'est sur le site. Super. Euh, et je ne sais pas, Laurélie, si tu veux faire un tout petit mot sur Vaya Campus, s'il y en a que ça intéresserait peut-être. Il est encore temps de vous rejoindre, mais sinon ce sera pour l'année prochaine, parce que ça peut concerner quand même des personnes en évolution pro. Oui, alors, Vaya Campus, c'est donc la formation, une formation ouais, qui permet d'accompagner ouais, des porteurs de projets à la fois sur comment est-ce qu'on pense le voyage à impact positif, voilà, avec des questions d'anthropologie, d'interculturalité, le voyage décolonial, une partie plutôt logistique qui est, on va dire, comment trouver des financements, sponsors, mécènes, faire un dossier de présentation, etc. Et une partie plus technique avec des masterclass autour de l'audiovisuel, photo, podcast, audiovisuel de terrain, montage vidéo, etc. Donc la formation, elle a commencé depuis fin janvier. C'est jamais trop tard pour nous rejoindre. C'est juste qu'il y a déjà quelques cours qui ont eu lieu. Et sans rejoindre la formation dans sa globalité, tous les cours sont ouverts en audition libre. Donc, en fait, je peux vous inviter. Tout est soit sur nos réseaux sociaux, soit sur la page Hello Asso dans The Green Road. Vous avez toutes les billetteries pour participer aux différents cours et aux masterclass techniques de l'audiovisuel. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et aussi à nous contacter. Voilà, si jamais vous voulez qu'on échange, on est toujours ravis, voilà, d'échanger et de rencontrer des nouveaux projets en individuel. C'est vrai que chez les personnes en quête de sens, parfois le voyage peut être un moment de bascule et de maturation. Et Vaya Campus, ça peut être un bel espace pour penser le voyage de manière à ce que ce qui soit le plus fertile possible dans la réflexion des personnes. Ce que je vous propose pour conclure ce webinaire, c'est de prendre peut-être chacune un tout petit temps de réflexion personnelle euh, sur deux choses que vous pourrez partager dans le chat, si vous en avez envie, mais je me dis que ça peut être intéressant pour tout le monde. La première chose, c'est peut-être suite à ces échanges-là, est-ce il y a un petit pas que vous auriez envie de faire? Enfin, c'est une mise en pratique où vous vous dites, bon, bah là, c'est quelque chose que je peux facilement activer, qui permet voilà, de continuer à avancer. Et la deuxième chose, c'est bah, un plus grand pas, quoi. C'est là où vous dites, bon, je sais pas, enfin, voilà, vous sentez que vous auriez envie d'aller plus loin, mais ça demande plus d'efforts, plus de réflexion. Et donc, voilà, c'est quelque chose que vous vous dites, bon, il faut que ça mature de mon côté. Donc, un petit pas, un grand pas. Si vous voulez les partager dans le chat, je me dis que ça peut être certainement inspirant pour tout le monde, pour finir de manière plus collective, même si Zoom limite un petit peu les choses. J'ai l'impression qu'en tout cas, le Lab Green Guidance va peut-être pouvoir accueillir pas mal de nouvelles personnes. Et nous, on sera aussi très ravis de pouvoir accueillir les personnes bah, pour qui Nouvelle Voie ou autre serait une ressource. Donc, merci vraiment beaucoup à chacune d'entre vous. N'hésitez pas voilà, à interagir en dehors de ce webinaire. Enfin, pour nous, c'est aussi l'occasion voilà, de se rencontrer et d'amorcer un cheminement ensemble. Merci beaucoup Laurélie et André pour vos interventions et votre présence.
Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation à tous et à toutes. Merci à tout le monde. Merci, au revoir à Merci. tous. Au revoir à tous. À Je bientôt. coupe pas tout de suite comme ça. S'il y en a qui ont envie encore d'écrire, c'est tout à fait possible. Mais je crois que certains ont aussi des contraintes. Donc, merci à tous pour votre participation.